Alors que le président Trump essaie de clore ce long et laborieux processus pour mettre fin à la guerre en Iran et passer à autre chose, il fait face à trois grands défis. Le premier, c'est évident, c'est la partie iranienne, parce qu'ils veulent obtenir des conditions qui leur conviennent. Le deuxième, c'est la relation de Trump avec nos alliés et la façon dont cela crée des vents contraires inutiles. Et le troisième, c'est sa relation avec la vérité. Elle a toujours été compliquée, mais elle risque aussi de saper les efforts qu'il fait pour nous aider à comprendre cette situation et à savoir où nous allons. Nous accueillons pour la première fois dans notre émission Thomas Fazzi, en direct de Rome. C'est un écrivain et journaliste. Il écrit régulièrement pour Unheard et Compact, et il a aussi sa propre page sur Substack. Thomas, bienvenue dans l'émission. Ravi d'être avec vous. Je suis un grand fan de l'émission. C'est un honneur de pouvoir parler avec vous. Juste pour que tout le monde le sache, j'ai rencontré Thomas lors d'une conférence récente à Tbilissi, en Géorgie. Il y avait là plusieurs personnalités importantes de notre domaine et on a eu des échanges vraiment passionnants. Donc je pense que vous allez beaucoup apprécier ce qu'on va entendre aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ravi de t'avoir avec nous. Allons droit au but. Commençons par le troisième de ces défis, celui de la vérité, je crois. Hier, le président Trump est passé devant les caméras lors d'une étape de sa campagne et on lui a bien sûr demandé quelle est la situation actuelle de la guerre avec l'Iran. La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions. On verra la suite. On les a frappés très fort pendant 3 nuits, comme vous le savez, mais on s'entend très bien maintenant. Donc j'appelle ça la dénucléarisation, et tout est en train de se faire. Tout se passe bien. La bourse bat des records presque tous les jours. Le prix du pétrole est en forte baisse. On est à 68, j'ai vu que c'était tombé à 68 aujourd'hui. C'est plus bas que quand j'ai lancé, disons, cette attaque contre l'Iran pour qu'il n'ait jamais d'armes nucléaires. C'était assez drôle. À la fin, il a presque dit la vérité sans le vouloir. Il a dit « Eh bien, quand j'ai commencé là », et il a failli dire « la guerre ». Puis il s'est repris « Ah non, je ne peux pas appeler ça une guerre à cause du War Powers Act ». Bref, cet assaut, ou peu importe comment il l'appelle. Alors, commençons directement par là. Quand il dit tout ça, il y a plusieurs points là-dedans sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Comment ce genre de déclaration, aussi déconnectée de la réalité, influence-t-elle le processus? Et il commence en disant « Écoutez, nous avons eu de très bonnes réunions avec l'Iran. » Or, l'Iran a catégoriquement affirmé qu'il n'y avait eu aucune réunion dans la phase actuelle. La seule chose qui se passe, ce sont des échanges par intermédiaires, mais aucune communication directe. Et ensuite, il dit aussi « Nous les avons bombardés 3 nuits de suite. » Mais en même temps, il ajoute « Nous avons de très bonnes réunions. » Franchement, quand on bombarde quelqu'un, ce n'est généralement pas ce qu'on appelle une bonne réunion. Qu'en penses-tu? Oui, exactement. Je pense que ça montre, comme vous le dites, une déconnexion totale avec la réalité. Et cette propagande, justement, elle ne fonctionne que si elle garde un lien, même léger, avec la réalité. Les Américains, autrefois, étaient plutôt doués pour faire de la propagande. Enfin, l'establishment américain, apparemment. Mais on dirait que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on a l'impression que Trump part du principe qu'il peut dire tout ce qui lui passe par la tête et s'attendre à ce que tout le monde le suive, même quand ce qu'il dit n'a absolument aucun rapport avec la réalité. Et c'est vraiment préoccupant, parce que ça veut dire que tous ceux qui regardent les déclarations de Trump, que ce soit dans les pays alliés ou chez les adversaires, reçoivent le message suivant. On ne peut tout simplement pas faire confiance à ce que dit l'Amérique. Alors, comment dialoguer avec une administration pareille?
comment coopérer avec un pays qui agit de façon aussi imprévisible? Qui dit une chose, en fait une autre, puis change encore le lendemain? Franchement, ça rend toute relation normale avec les États-Unis presque impossible. Et je trouve ça très inquiétant, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quel pays, mais bien des États-Unis d'Amérique. Et donc, ça crée une situation vraiment tendue, où tout le monde essaie de deviner ce que l'Amérique va faire ensuite, et ce que Trump va faire ensuite. Et je pense que la vraie question, c'est de savoir dans quelle mesure tout ça fait partie d'une stratégie délibérée de la part de Trump. Vous voyez, s'il y a une stratégie là-dedans, du moins dans son esprit, je crois que le chaos et la déstabilisation en font partie. C'est presque une fin en soi, à mon avis. Alors, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, Mais même là, le chaos est une stratégie pour déstabiliser les gens. Mais ça, c'est seulement, mettons la question morale de côté un instant. C'est une stratégie intelligente uniquement si elle mène quelque part. Si c'est juste du chaos pour le chaos, à la longue, ça finira même par affaiblir la position du président Trump lui-même. Vous pensez qu'il y a une sorte de savant fou derrière tout ça, ou que c'est simplement du chaos? Eh bien, je veux dire, on peut essayer de comprendre la logique plus profonde derrière tout ce chaos. À mon avis, ce chaos, en lui-même, profite aux États-Unis, au moins à court terme. Parce qu'en fait, il bloque toute tentative de mise en place d'un nouvel ordre international. Et un nouvel ordre international, comme son nom l'indique, suppose un certain degré de contrôle, d'organisation, par définition. Donc, si on maintient le monde dans un état de flux permanent, d'instabilité, et qu'on déstabilise sans cesse des zones clés de la planète, on rend cette transition pratiquement impossible. Je pense que ça fait partie du raisonnement, en tout cas, derrière les actions de Trump. Et d'un point de vue américain, ce n'est pas une stratégie totalement déraisonnable, du moins à court terme. Et je pense que in the short term, and I think. Even in the short term, you say that could lead to short-term benefit. This chaos strategy. Comment ça pourrait apporter des avantages, même à court terme, en maintenant ce nouvel ordre dans le chaos? En quoi ça aide, exactement? How does that help? Well, I think, if we look at, we know that one of the. Eh bien, je pense que si on regarde les choses, on sait qu'un des piliers essentiels de la stratégie de Trump, qui a d'ailleurs été formalisé dans la récente doctrine de sécurité nationale, c'est d'atteindre une forme de domination énergétique. L'idée, c'est de replacer l'Amérique au centre des marchés mondiaux de l'énergie et de rendre d'autres pays plus dépendants des exportations américaines. Et je pense que sur ce point, cette stratégie apporte effectivement certains avantages. Par exemple, en ce qui concerne l'Europe et ses importations d'énergie, le chaos au Moyen-Orient pousse plusieurs pays européens à importer encore plus de gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis. Cela parce que la situation a déstabilisé des exportateurs du Moyen-Orient, comme le Qatar ou d'autres États du Golfe. On voit donc très clairement comment tout cela fonctionne. Et bien sûr, on parle ici de GNL acheté à des prix bien plus élevés, justement à cause de ce chaos. Higher prices as a result of the chaos itself. So when it comes, for example, to energy, I think you can. Alors, si on parle par exemple d'énergie, je pense qu'on peut clairement voir certains avantages à court terme de ce point de vue-là. Mais à moyen terme, on voit aussi comment tout ça, y compris ce qui se passe en Iran, a vraiment mis à rude épreuve l'idée que, par exemple, les BRICS puissent être une sorte d'organisation protectrice face aux États-Unis. Donc même pour la Chine, dans ses efforts pour construire de nouvelles alliances, tout cela a fragilisé l'idée que ce soit vraiment une alternative viable. Parce que, parmi les leçons de la guerre en Iran, il n'y a pas seulement le fait que l'Iran a montré qu'il pouvait assurer une défense redoutable, mais aussi qu'il a dû, en grande partie, compter sur ses propres moyens pour y parvenir.
but that it largely had to rely on its own means to do that. Yes, it did receive, satellite and logistical and Oui, il a bien reçu un soutien satellitaire, logistique et dans une certaine mesure militaire indirect de la part de la Chine et de la Russie. Mais au final, il a surtout dû se débrouiller seul pour réagir à l'agression. Alors oui, je pense que beaucoup de pays, en regardant ce qui se passe en Iran, se posent la question: quel est le vrai compromis quand on essaye de s'éloigner de l'ordre dirigé par les États-Unis? Si cela vous place dans leur ligne de mire, sans que vos nouveaux alliés puissent vraiment intervenir et vous protéger face à une agression américaine. Donc, je pense qu'on peut voir la situation sous plusieurs angles. Et ce qui s'est passé au Moyen-Orient au cours des 3 dernières années et demie, ce qui s'est passé à Gaza et maintenant en Iran et au Liban, donc pas seulement le génocide à Gaza, mais toute la guerre au Moyen-Orient qui se déroule depuis des années. Je pense que, d'une certaine manière, tout ça accélère, on pourrait dire, le déclin de l'hégémonie américaine. Mais en même temps, ça rend aussi la montée d'un ordre alternatif beaucoup plus difficile. On se retrouve donc un peu coincé dans une situation où, clairement, tout le monde regarde les actions des États-Unis et d'Israël ces dernières années et ne peut qu'en conclure qu'on a affaire à un empire devenu complètement fou et que plus personne ne veut de ce pays pour diriger le monde. C'est évident, non? Mais en même temps, rien que par leur capacité à infliger encore d'énormes destructions un peu partout, ils rendent aussi très difficile l'émergence, oui, d'un autre système. Regardons un peu ça. Vous avez évoqué la question de l'énergie comme faisant partie du chaos potentiel, ou peu importe comment on l'appelle. Comme si, peut-être, je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais comme si vous laissiez entendre que c'était prévu, que ce n'était pas juste le résultat d'un manque de plan, qu'on ne faisait pas simplement que subir les choses, mais que ça faisait vraiment partie du plan. Il y a d'ailleurs un certain fondement à cette idée, ou du moins un appui possible, dans ce que la vice-présidente a déclaré hier à propos du pétrole et du protocole d'accord. Le détroit est ouvert, dans le sens où, pour le trafic pétrolier, on voit sortir de plus en plus de pétrole du détroit d'Ormuz. Certains jours, il y en a même davantage qu'avant le début de la guerre. Donc on sent que l'économie mondiale du pétrole est en train de se remettre en marche. Ça va prendre un peu de temps, mais on a déjà vu les prix baisser fortement. Alors, les cyniques diront que si on regarde le nombre de navires qui circulent, c'est en fait moins qu'avant la guerre. Mais ils parlent surtout des cargos et d'autres types de bateaux. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que le trafic pétrolier a retrouvé son niveau d'avant-guerre. D'accord, il y a 2 façons possibles de voir les choses. La première, c'est de dire que c'était le plan depuis le début. On voulait tout saboter pour garder le contrôle sur le flux de pétrole, même après la fin de la guerre. Ça, c'est une option. La deuxième, c'est qu'on ne savait absolument pas ce qu'on faisait. Et maintenant, on s'agite dans tous les sens pour essayer de rétablir le flux de pétrole comme avant qu'on ne choisisse bêtement la guerre. Alors, de quel côté vous vous situez? Bon, écoutez, il y a évidemment un énorme éléphant dans la pièce dans toute cette discussion, et c'est clairement Israël, ainsi que le rôle évident qu'Israël et le lobby israélien aux États-Unis ont joué pour pousser l'administration à mener cette guerre. Donc oui, c'est clairement un facteur central, et ça doit rester un facteur central dans toute discussion sur cette guerre. Mais oui, je ne dirais pas qu'il faut exclure les considérations liées à l'énergie. Dans la mesure où Trump n'a peut-être pas simplement été, disons, entraîné dans cette guerre par Netanyahou, comme certains le disent, mais qu'il a pu aussi avoir ses propres intérêts à la mener. This war, I think it's legitimate to assume that
Je pense qu'il est légitime de dire que oui, l'énergie faisait partie du calcul. Il s'agissait vraiment de reprendre le contrôle de ces flux énergétiques et en quelque sorte de réaffirmer une règle générale. Il ne peut pas y avoir de route commerciale et surtout de route énergétique qui fonctionne indépendamment des dictats américains. Je crois que c'est quelque chose que Trump a tenu à réaffirmer. Donc, quand on regarde les politiques de Trump, que ce soit dans l'Arctique, les routes arctiques, le cercle polaire, jusqu'au détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, ou encore dans des zones comme le détroit de Malacca, on voit bien cette idée que l'Amérique veut rétablir son contrôle sur les territoires clés, sur l'énergie et sur les routes commerciales. Energy and trade routes. And I think to some degree, this war. Et je pense que, dans une certaine mesure, cette guerre a confirmé tout ça, d'une certaine façon, vous voyez? Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, ils ont montré jusqu'où ils sont prêts à aller. Et même si cela veut dire agir de façon vraiment irresponsable, ils ont montré qu'ils n'avaient aucun scrupule à semer le chaos dans l'économie mondiale. Donc je pense que c'est une leçon que les pays du monde entier auront aussi retenue de tout ça, vous voyez? Je crois que ça a pu faire partie de la réflexion. Enfin, on sait bien que l'énergie a toujours été un facteur clé de la politique étrangère américaine, non? Quand on repense aux guerres au Moyen-Orient, il y a environ 25 ans, la guerre en Irak et tout le reste, on tient pour acquis que c'était une guerre menée pour prendre le contrôle du pétrole, de l'énergie de ces pays, et que tout ça faisait partie de plans préparés depuis très longtemps. Et je pense qu'il serait un peu naïf de croire que l'énergie n'entre plus du tout dans les calculs de la politique étrangère américaine. Ou même que, disons, l'establishment américain ne serait plus capable de raisonner, de planifier dans ce genre de logique. De toute évidence, ils deviennent de plus en plus imprudents et de plus en plus désespérés. Mais je pense qu'il faut quand même partir du principe qu'ils restent capables d'un certain niveau de stratégie. Et je pense que quand on regarde tout ça, il faut relier, à mon avis, les différents conflits. Ce qui se passe en Iran, par exemple, n'est pas sans lien avec ce qui se passe en Ukraine. On peut voir la guerre en Ukraine comme une guerre par procuration de l'OTAN. Il est clair qu'il y a eu plusieurs considérations derrière la décision des États-Unis, je dirais, de provoquer et d'alimenter délibérément ce conflit. Mais l'énergie a clairement été un facteur clé. Amener l'Europe à se détacher de l'énergie russe au profit de l'énergie américaine faisait manifestement partie du calcul dans la conduite de cette guerre. Et c'est une guerre qui a été préparée pendant au moins une dizaine d'années, voire plus, sous plusieurs administrations successives. Et ce n'était pas il y a si longtemps. Tu parles d'Obama, de Trump et de Biden, les trois à la fois. Oui, absolument. On peut même remonter jusqu'aux premières révolutions de couleur, au début des années 2000, sous l'administration Bush. Ce sont donc des stratégies qui s'étendent sur plusieurs décennies. Et je pense qu'il est important, tout en reconnaissant bien sûr le déclin terminal et inévitable de l'Empire américain, de ne pas sous-estimer l'establishment impérial des États-Unis et sa capacité à raisonner encore en termes stratégiques. Vous voyez, c'est là que je crois, j'ai aussi un vrai problème avec l'idée de se concentrer uniquement sur une seule administration. Oui, et malheureusement, on a l'administration qu'on a en ce moment. Donc on ne peut pas complètement s'en détacher. On peut clairement regarder la continuité entre les administrations précédentes, et là, on se retrouve avec, je ne sais pas, une sorte de situation qu'on pourrait appeler unipartite, ou un État unique, si on veut. Peu importe que ce soit républicain ou démocrate, c'est l'establishment. Je pense que c'est assez évident. Mais voilà le vrai problème aujourd'hui. On a un dirigeant dont les décisions et le jugement mettent tout ça dans une position très compliquée. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on arrive à un point
où on est complètement dépassé, pour ainsi dire, sans vraiment relier la stratégie aux moyens et aux méthodes. Ce qui empêche de dire clairement « voilà ce que je veux », en laissant, encore une fois, la morale de côté. Je veux prendre le pétrole. Je veux avoir le contrôle de l'énergie, peu importe. Et voilà les moyens dont je dispose. Voilà l'autre camp. Alors faisons un vrai plan pour y arriver. Je veux dire, on ne peut pas séparer la morale de tout ça. On ne devrait pas. Mais voilà le problème aujourd'hui. Le jugement porté sur le président Trump ne semble pas reconnaître qu'il existe des limites. Et donc je crois qu'on en a déjà parlé, toi et moi. On n'aurait jamais dû commencer cette guerre. Parce qu'avec les objectifs fixés et les ressources engagées contre cet ennemi, il était évident qu'on ne pourrait pas le vaincre. Il l'a fait quand même. C'était évident dès le départ, et maintenant c'est confirmé. On ne peut pas les vaincre militairement et simplement tout prendre. Et d'ailleurs, souvenez-vous que je crois que c'était vers la 2e semaine, Trump a dit qu'il allait prendre le pétrole iranien. Il l'a vraiment dit à voix haute. Il a vite fait marche arrière quand il a compris qu'il n'allait pas gagner. Mais voilà cette info qui est sortie, je crois que c'était hier ou avant-hier. Trump était à quelques jours de relancer la guerre avec l'Iran, et puis une seule réunion avec un général lui a fait changer d'avis. Alors ça montre bien que si jamais il devait y avoir un moment clair où on se dit « bon, c'est fini, ça ne marchera pas », eh bien, on l'a eu dans les 40 premiers jours. Et pourtant, après cette autre réunion, 1 mois et demi ou 2 mois plus tard, il pensait encore à y retourner. Et la vidéo que je vous ai montrée au début prouve que son esprit n'a toujours pas vraiment intégré ça. En tant qu'allié américain, depuis l'Italie, quelles inquiétudes avez-vous à l'idée que ce soit cet homme-là qui prenne les décisions, quelle que soit la stratégie qu'il choisisse? Tout d'abord, je dirais que je ne décrirais pas l'Italie comme un allié. Je pense que c'est un peu un euphémisme. Bon, d'accord, soit. L'Italie est plutôt un protectorat des États-Unis, et elle l'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, en tant qu'Italien, je suis, comme beaucoup de mes concitoyens, extrêmement inquiet à propos de cette administration et de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous savez, le Moyen-Orient est très loin de l'Amérique. Mais pour l'Italie, c'est juste à côté. C'est littéralement au large de nos côtes. Les Italiens sont donc très inquiets de ce qui se passe là-bas, surtout quand on considère que cette guerre a eu un impact très sérieux sur les prix du pétrole et de l'énergie, bien sûr. Et cela arrive à un moment où l'Union européenne et l'économie italienne en particulier sont déjà fortement sous pression, notamment à cause des conséquences économiques de la guerre en Ukraine et de la rupture avec l'énergie russe. Mais ce qui est aussi préoccupant, c'est que nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs de cette guerre. Nous ne faisons pas que subir les conséquences d'un conflit auquel nous n'aurions aucune part. En réalité, du fait que l'Italie est l'un des principaux pays accueillant des bases américaines en Europe, nous avons été rendus participants actifs de cette guerre. Et ça, en réalité, c'est quelque chose que le gouvernement italien, que Meloni, a nié tout au long de cette guerre. Elle a nié que les bases américaines en Italie étaient utilisées dans l'opération Epic Fury. Et en fait, tout récemment, elle a été publiquement contredite par nul autre que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a déclaré que des centaines et des centaines de vols avaient décollé de bases italiennes pour soutenir l'attaque, la guerre contre l'Iran, l'agression contre l'Iran. Et c'est évidemment extrêmement préoccupant, parce que cela signifie qu'en pratique, l'Italie, tout comme presque tous les autres pays européens qui accueillent des bases américaines ou de l'OTAN, est en quelque sorte partie prenante de cette guerre. Et ça contredit
tout ce que la plupart des dirigeants européens affirment depuis le début. Most European leaders have been saying. We've seen a lot of European leaders, including Meloni herself, being. On a vu beaucoup de dirigeants européens, y compris Meloni elle-même, se montrer très critiques à propos de cette guerre, et très critiques aussi envers Trump. Mais quand on se rend compte qu'en réalité, les États-Unis n'auraient pas pu mener cette guerre sans l'infrastructure logistique et physique essentielle fournie par leur réseau de base en Europe, un réseau qui a d'ailleurs été largement utilisé tout au long de la campagne militaire, on comprend alors que beaucoup de ces tensions supposées entre l'Europe et les États-Unis relèvent surtout de la mise en scène. C'est à mon avis très clair, surtout quand on regarde les récentes querelles entre Meloni et Trump. En réalité, je pense que Trump ne comprend pas vraiment comment fonctionne la logique de l'empire informel américain. Vous savez, lui, bien sûr, il sait très bien que, évidemment, c'est moi le patron, et que ce sont simplement, disons, des colonies de l'Empire, en parlant des pays européens. Donc je peux très bien aller leur dire ce qu'ils doivent faire, les humilier en public, et tout ça n'aurait aucune conséquence, parce que je suis le patron et qu'on attend d'eux qu'ils paient simplement leur tribut au patron. Mais ce n'est pas exactement comme ça que fonctionne l'Empire américain. Oui. Bien sûr, il y a une hiérarchie très claire, où les pays européens occupent une position très subordonnée par rapport aux États-Unis. On pourrait facilement décrire les pays européens comme des protectorats ou des États clients des États-Unis. Mais malgré tout, cet arrangement repose sur le maintien de l'illusion d'une certaine indépendance et d'une certaine souveraineté pour les dirigeants européens. Ils doivent entretenir cette illusion, surtout quand ils s'adressent à leurs propres électorats, qui ne sont pas, enfin dans le cas de l'Italie, les Italiens ne sont pas vraiment des grands amateurs de guerre en général, et encore moins de guerre au Moyen-Orient. Trump est extrêmement impopulaire en Italie, comme il l'est dans la plupart des pays européens. Du coup, ça met beaucoup de pression sur les dirigeants européens, qui sont pourtant bien contents de jouer le rôle de sous-gestionnaires impériaux dans ce système. Personne, en ce moment, ne remet sérieusement en cause l'hégémonie américaine en Europe, même pas parmi les mouvements ou les partis dits souverainistes. Personne ne la conteste vraiment. Mais en même temps, Trump ne semble pas comprendre qu'il faut maintenir cette illusion. Et ce qu'il fait, c'est qu'il détruit tout simplement le mythe ou la fiction, selon laquelle il s'agirait d'une alliance entre égaux, que l'OTAN serait une alliance entre égaux. Il est en train de... Et je veux intervenir là-dessus, parce que je pense que ce que tu viens de dire est vraiment important. Parce que ces pays, et on peut en parler séparément, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on y revienne dans un instant, se demandent peut-être s'il est temps pour l'Europe de sortir de cette relation dans laquelle elle semble aujourd'hui plutôt à l'aise. Mais même ça, on voit que ça commence à se fissurer, d'une manière qu'il y a encore un an, tu n'aurais sans doute pas imaginé. Et tu as mentionné la dispute entre Giorgia Meloni et le président Trump. Le fait qu'elle ait dit ça, là, c'est à ma connaissance la première fois. Dis-moi si j'ai raté quelque chose. Mais c'est quand même assez marquant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, après cette réunion du G7, le président Trump a déclaré que Giorgia Meloni le suppliait de faire une photo avec lui. Ce qui est franchement condescendant, peu importe ce qu'on en pense. Et elle n'a pas hésité une seconde à lui répondre. Certaines choses méritent une réponse immédiate. Les déclarations de Donald Trump sont totalement inventées. Franchement, c'est un mensonge. Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis agit de cette façon avec ses alliés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je peux seulement dire que je regrette qu'il ne montre pas la même détermination face aux ennemis de l'Occident, face aux ennemis des États-Unis, avec des dirigeants envers lesquels, au contraire, il se montre bien plus complaisant. Mais il faut se souvenir d'une chose.
Moi et l'Italie, nous ne supplions jamais. D'accord, c'était une déclaration assez forte là. Je veux dire, pas seulement en apparence. Les Italiens ne supplient jamais. J'ai trouvé ça plutôt classe. Mais elle dit aussi, « Je suis choqué par ce comportement », ce qui rejoint un peu ce que vous disiez. Et puis elle ajoute, « Pourquoi n'avez-vous pas la même détermination envers vos ennemis ?» Alors, c'était un avertissement. Mais est-ce que c'était un coup isolé ou le premier d'une série? D'accord. Alors, j'ai évidemment aucune idée de ce qui s'est passé au G7, mais je ne serais pas surpris si ce que Trump a dit était vrai. Meloni est connue pour aller chercher des selfies avec d'autres dirigeants. Donc oui, ça pourrait très bien être vrai. Cela dit, ce n'est évidemment pas un comportement diplomatique normal d'aller raconter ça. Donc dans ce sens-là, Trump bouscule vraiment les règles de base de la diplomatie internationale. Quant à savoir pourquoi il fait ça, eh bien là, il faudrait sans doute l'avis d'un psychologue. Ce n'est clairement pas mon domaine d'expertise. Ce que je peux dire, c'est que, clairement, tout ça pousse des gens comme Meloni, qui sont naturellement pro-américains, qui ressentent évidemment une affinité idéologique naturelle avec Trump. Ils le considèrent vraiment comme un allié politique. Donc Trump est en train de forcer certains de ses plus grands soutiens en Europe à prendre leur distance avec lui, parfois de manière assez ferme, comme on l'a vu avec la déclaration de Meloni. Et vous savez, ce n'est pas une déclaration que Meloni aurait faite spontanément. C'est quelque chose qu'elle a été contrainte de faire à cause de Trump, en réaction à sa propre déclaration. Mais il faut voir ça comme quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Donc, c'est en quelque sorte un pur calcul électoral de la part de Meloni. Je veux dire, Meloni, elle n'est pas vraiment en grande forme dans les sondages. Et certains sondages disent même que la coalition, le gouvernement actuel, pourrait être battue aux prochaines élections. Comme je l'ai dit, la guerre et Trump sont très impopulaires. Donc, d'une certaine manière, c'est logique qu'elle fasse une déclaration de ce genre. Mais la vraie question, c'est de savoir si tout ça fait partie d'un calcul géopolitique plus profond de la part de Meloni. Est-ce qu'elle réfléchit vraiment à des moyens de rendre l'Italie plus indépendante du pouvoir américain? Franchement, je n'en vois aucune preuve. Voilà. Tout ça, c'est beaucoup de mise en scène. Comme je l'ai déjà dit, c'est assez ironique en fait. La raison, du moins celle qu'on nous donne et qu'on peut supposer être vraie, pour laquelle Trump a fait cette déclaration, c'est qu'il est encore fâché que Meloni n'ait pas été assez favorable à la guerre en Ukraine. Non, c'est ce qui avait provoqué leur première dispute en avril. Ensuite, il y a eu les commentaires de Trump sur le pape, que Meloni a aussi dû contredire. Tout simplement parce que le pape est très populaire en Italie. Donc, évidemment, si le président américain dit ce genre de choses sur le pape, eh bien, en tant que première ministre italienne, elle est obligée de réagir. Mais encore une fois, la raison pour laquelle il était en colère contre elle, c'est qu'elle n'était pas assez favorable à cette guerre. Alors que, comme je l'ai déjà dit, on sait qu'en réalité, l'Italie apportait un soutien logistique complet à cette guerre. Contrairement, par exemple, à l'Espagne, qui s'était contentée de laisser les États-Unis utiliser ces bases comme bon leur semblait. Et maintenant, que les avions de bombardement aient réellement décollé des bases italiennes, ou qu'il se soit simplement agi d'appareils transportant des munitions, des soldats ou du matériel, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que l'Italie a été pleinement complice de cette opération militaire, en permettant aux Américains de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient avec ces bases.
much do whatever it wanted with these bases, and I think Italy would still be fully complicit, even if. Et je pense que l'Italie resterait pleinement complice, même si aucun vol de bombardement direct n'avait décollé. Même si, bien sûr, on ne sait pas vraiment si c'est le cas ou non. Mais à mon avis, ce n'est pas là que se situe le vrai problème. Ce qui compte, c'est de réfléchir au fait que l'Italie a très peu de contrôle sur ce que les États-Unis font avec ces bases. Il suffit de rappeler que l'accord bilatéral entre les États-Unis et l'Italie, signé en 1954, celui qui définit en gros le cadre politique de ces bases, est encore classé secret à ce jour. Donc au fond, on ne sait pas vraiment quel est le cadre politique et juridique qui régit ces bases. Et il faut aussi rappeler, peut-être que tous les téléspectateurs ne le savent pas, à quel point l'Italie joue un rôle central dans la présence militaire américaine dans la région, surtout en Méditerranée. L'Italie abrite Sigonella, d'où partent la plupart des opérations de reconnaissance par drone. La base navale de Naples, qui est le siège de la 6e flotte. Aviano, une base aérienne américaine essentielle dans le nord du pays. Et Vicenza, où se trouve le commandement des forces américaines pour l'Afrique. Ce ne sont là que les plus importantes, mais il y a en tout 9 ou 10 très grandes bases, sans compter des dizaines d'installations plus petites. En somme, l'Italie est pratiquement une immense base militaire américaine. On y compte encore environ 30 000 soldats américains. Alors, laissez-moi vous demander, est-ce qu'il y a eu des discussions, surtout après cette tension récente entre les deux dirigeants? Est-ce qu'en Italie, que ce soit à droite ou à gauche, certains disent « Bon, il est peut-être temps de revoir tout ça » ou au contraire, est-ce qu'on entend plutôt « Elle ferait mieux de se taire et continuons à profiter de la situation ». Comment est-ce que c'est perçu là-bas? Non, je veux dire sur le plan politique, remettre en question la présence militaire américaine ou contester l'OTAN, c'est totalement tabou dans le débat public. Donc il n'y a vraiment aucune discussion à ce sujet. Je pense que ce serait une mesure qui aurait un certain soutien dans la population, mais il n'y a absolument aucun débat sérieux à ce niveau politique. Regardons un peu plus large, élargissons le cadre à l'ensemble de l'Europe. Trump a aussi déclaré ici, je crois que c'était il y a quelques jours, qu'il avait dit à Mark Rutte lors d'une visite à la Maison-Blanche qu'il avait été déçu par les pays de l'OTAN à propos de l'Iran. Donc, il poursuit un peu cette ligne, je dirais, dans ce second mandat, où il ne cesse de reparler de l'OTAN, en disant, peut-être, « Je ne vais même plus les soutenir », ce genre de choses. Et cet épisode précis semble venir de son irritation, de sa frustration personnelle, parce que l'OTAN n'a pas envoyé de bateaux, d'avions, ni de navires non plus. Et pour aider à garder les routes commerciales ouvertes pendant les 40 premiers jours, il s'imaginait, un peu comme dans un rêve, que ça allait vraiment changer quelque chose. Et pourtant, personne, je dis bien aucun pays, même pas le Royaume-Uni, qui a pourtant une marine, n'a accepté de participer à ça. Il semble un peu vexé par cette absence de soutien. Alors, autre question. Vous venez de décrire la situation en Italie en ce moment, en disant que c'est encore un sujet tabou, qu'on ne peut même pas en parler. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on commence peut-être à voir apparaître de petites fissures dans cette armure, au point que les gens pourraient finir par en parler? Ou bien pensez-vous que tout ce que Trump dira sera simplement rejeté et que le statu quo va se maintenir indéfiniment? Oui, écoutez, je veux dire ce qui vaut pour l'Italie, vaut pour l'Europe dans son ensemble. Vous savez, Trump ne s'est pas simplement brouillé avec Meloni à propos de l'Iran. Il s'est aussi brouillé avec Merz, avec Starmer. En fait, il s'est fâché
avec la plupart des dirigeants européens sur ce sujet. Et apparemment, c'était oui, parce qu'ils n'ont pas envoyé 2 ou 3 navires, comme si ça avait changé quoi que ce soit, ou parce qu'ils n'ont pas été assez soutenants dans leur discours sur la guerre. Mais encore une fois, on sait bien que tous ces pays ont apporté un soutien logistique essentiel aux opérations contre l'Iran. La base aérienne de Ramstein, en Allemagne, était l'un des points centraux. Il suffit de regarder les suivis de vol. Et ce qu'on peut voir, c'est que pendant toute la durée de la guerre, il y a eu un flux constant, vraiment constant, d'avions venant des États-Unis. Ils faisaient escale en Europe, beaucoup à Ramstein, beaucoup aussi au Royaume-Uni, avant de descendre vers le Moyen-Orient, vers les bases là-bas, voire jusqu'en Iran même. Donc voilà, c'est ça. On peut se demander si Trump comprend vraiment comment fonctionne un empire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il semble accorder plus d'importance à ce qu'un dirigeant dit qu'au fait que dans la réalité, ces pays nous laissent utiliser leurs bases pour une guerre qu'ils critiquent officiellement, mais sur laquelle ils restent très discrets. Ils nous disent, en gros, on est obligé de dire ça parce qu'il faut quand même sauver un peu la face vis-à-vis de notre propre population, de nos électeurs. Mais on n'a aucun problème à ce que vous utilisiez simplement ces bases pour faire ce que vous voulez. On sait très bien que vous en avez besoin pour mener cette guerre. Et c'est un accord qui a toujours fonctionné dans le passé et qui, je pense, aurait très bien marché avec une administration qui comprend ce type d'arrangement. Donc, sous une administration démocrate, je pense que ça aurait juste fait partie du jeu. D'ailleurs, il y a eu des articles intéressants publiés, par exemple dans le Wall Street Journal, qui insistent sur l'importance de ces bases, avec beaucoup de généraux qui disent, en gros, regardez, Trump pense maintenant qu'il veut se retirer d'Europe, comme si c'était une sorte de punition. Il veut fermer certaines bases en Europe, comme si c'était, tu vois, une sorte de punition contre les Européens. Et maintenant, on voit tous ces généraux qui sortent du bois pour dire attention, ce serait une très mauvaise décision, parce que ces bases sont là pour servir les intérêts américains. Ces troupes sont là pour servir les intérêts des États-Unis, pas pour protéger l'Europe. Alors encore une fois, on peut se demander si Trump ne comprend vraiment pas ça, ou si tout ça fait partie d'une grande mise en scène politique, dont le but, au fond, serait simplement de pousser les Européens à mettre plus d'argent dans l'OTAN, à augmenter leur budget de défense, mais sans remettre en cause l'infrastructure de l'Alliance. Alors, quand les gens demandent « Est-ce que Trump va se retirer de l'OTAN ?» Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit aussi stupide. Il ne ferait pas ça. L'Amérique a besoin de l'OTAN. L'OTAN existe pour servir les intérêts impériaux des États-Unis, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est simplement que les Européens y mettent plus d'argent qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Mais personne en Europe ne remet vraiment en cause l'architecture même de l'OTAN. Et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les dirigeants politiques européens actuels le fassent. Ce sont des dirigeants trop ancrés dans le système actuel de pouvoir transatlantique pour le contester. Eh bien, en fait, laissez-moi replacer tout ça dans son contexte, parce que rien n'existe dans le vide. Jusqu'ici, on a surtout parlé de ce qui se passe avec la guerre en Iran et du lien avec l'OTAN. Mais ce n'est pas le seul lien qu'on a. Il y en a un plus large, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je parle bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette nuit, la Russie a lancé sa plus grande salve de frappe sur Kiev. Toutes sortes de cibles ont été détruites. Et évidemment, ça continue, avec Kiev qui riposte vers Saint-Pétersbourg, vers Moscou, en essayant de le faire à plusieurs reprises. La Russie réplique et frappe aussi ailleurs. Pendant ce temps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit sur les lignes de front et ainsi de suite.
C'est une attaque massive, généralisée. There has been this just blanket acceptance from Europe, especially. Biden administration was equal in this at the beginning, but especially at the beginning, Europe just has this obsession, in my view, with Russia, and basically say they're the modern day Hitler, and he's going to come rolling whatever west to us if we don't stop him in Europe and Ukraine. And so they are blind to keep the United States or keep the war against Russia going almost at any cost, even if it's militarily unwinnable. No one seems to be gotten that message yet. And then there's also this concurrent thing that we got to keep the U.S. involved here. So could it be, let's just narrow this down first of all, that one of the reasons why no one is willing to push back, not even Italy, not even after what we saw there. Parce qu'ils veulent s'assurer de ne pas le perdre pour l'Ukraine. They want to make sure they don't lose him for Ukraine. Yeah, I mean that's definitely a possibility. Oui, enfin, c'est clairement une possibilité. Mais je me demande si l'administration Trump a jamais été vraiment sérieuse à propos d'une paix réelle en Ukraine. On sait qu'ils auraient pu faire beaucoup plus pour exercer une pression sur l'Ukraine. Enfin, d'abord sur l'Ukraine, sur Zelensky. On sait aussi que beaucoup des frappes menées par l'Ukraine, surtout celles en profondeur sur le territoire russe, n'auraient pas pu avoir lieu sans le soutien américain, que ce soit par satellite ou sur le plan technique. Les États-Unis auraient très bien pu couper tout ça, mais ils ne l'ont jamais fait. Et en réalité, dès le premier jour, tout ce qu'ils ont demandé aux Européens, c'était de prendre le relais, d'assumer une plus grande part du financement et de la gestion quotidienne de cette guerre par procuration. Day-to-day running of the proxy war. I never saw serious pressure from the Trump administration. Je n'ai jamais vu de réelle pression de la part de l'administration Trump pour mettre fin à cette guerre. Et je pense que ça rejoint ce qu'on disait à propos de l'énergie. Si on admet que tout ça faisait partie d'une stratégie sur une dizaine d'années pour pousser l'Europe à se détacher de l'énergie russe au profit de l'énergie américaine, alors je pense que les États-Unis ont aussi intérêt à laisser cette guerre couverte et à faire en sorte que l'Europe et la Russie restent en mauvais termes. Parce que sinon, si cette guerre se termine et qu'on parvient enfin à faire la paix avec la Russie, la suite la plus logique pour l'Europe serait de rouvrir les flux énergétiques entre la Russie et l'Europe. Ce serait l'option la moins chère et la plus fiable. Ce serait une option bien moins coûteuse et plus fiable que le gaz naturel liquéfié américain. Donc on comprend pourquoi, à mon avis, les États-Unis ont aussi intérêt à ce que cette guerre continue. D'ailleurs, on a vu Trump se montrer très favorable à la dernière vague d'attaques de drones ukrainiens contre des cibles russes. Trump a déclaré qu'il pensait qu'il faisait du bon travail, non, qu'il maintenait la pression sur la Russie. Donc, je pense que, du point de vue américain et même du point de vue de Trump, c'est assez clair. Mais pour les Européens, c'est une autre histoire, dans le sens où ils sont à ce stade beaucoup plus engagés dans cette guerre. Ils ont investi tellement de capital politique dans cette guerre que je pense que l'establishment européen actuel comprend bien que s'il devait simplement faire volte-face et dire à sa population « Bon, eh bien, plus d'1 million de personnes sont mortes pour rien. Nous avons détruit les économies et les industries européennes sans aucune raison, juste pour maintenir une guerre impossible à gagner. » Ce serait, en quelque sorte, le dernier clou dans le cercueil d'un système déjà plongé dans une profonde crise de consensus. Et la légitimité, il y a aussi des raisons psychologiques. La russophobie est très ancrée chez certaines élites occidentales, surtout au Royaume-Uni, mais aussi dans une partie de l'establishment allemand. Et je pense que le paradoxe, c'est qu'en réalité, dans d'autres pays, cette tradition russophobe n'existe pas.
L'Italie, par exemple, n'a jamais eu de tradition russophobe. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de soutien à la guerre par procuration en Italie. Mais au final, nous sommes dirigés par un establishment aligné sur l'axe transatlantique. Et nous faisons partie d'une organisation militaire, l'OTAN, qui est en quelque sorte structurellement engagée à maintenir des tensions avec la Russie. Je pense que ça a toujours fait partie de la logique même de l'OTAN. This has always been part of NATO's rationale. NATO has always existed in a way to keep Europe. L'OTAN a toujours existé, en quelque sorte, pour maintenir l'Europe séparée de la Russie. Parce qu'on sait bien que ça a toujours été l'une des grandes peurs géostratégiques des États-Unis. L'émergence d'une alliance géopolitique eurasienne, c'est quelque chose que les Américains ont toujours perçu comme une menace majeure pour leurs intérêts en Europe. Et donc l'OTAN a toujours eu pour but d'empêcher cela. On peut d'ailleurs encore le voir aujourd'hui. C'est pourquoi je pense qu'il est important de comprendre que les dirigeants politiques européens n'agissent clairement pas au nom de ce qu'on pourrait appeler un intérêt national, ni même un intérêt collectif européen plus large. C'est une position politique. Je suis désolé, mais ça soulève la question. Okay, and I'm sorry, but that opens a question. If what you're saying is correct and all the evidence says... Si ce que vous dites est juste et toutes les preuves semblent le confirmer, est-ce qu'ils pensaient au départ pouvoir vraiment vaincre la Russie? Difficile à dire. Mais maintenant qu'ils savent à l'évidence qu'ils ne le peuvent pas, ils sont engagés politiquement et tout l'ordre établi s'effondrerait. Bon, admettons que ce soit vrai, et je pense que c'est probablement le cas. Même si on fait partie de ce camp-là, si on est un minimum rationnel, on peut se dire, d'accord, mais il y a une limite à ce qu'on peut pousser, vu notre position de faiblesse et tout ce qu'on a encore affaibli. Nos stocks de missiles, nos systèmes de défense, nos armes, nos troupes. Enfin, peu importe le critère qu'on regarde, la Russie, elle, continue de se renforcer. Et si on continue à aller trop loin, trop profondément en Russie, on voit bien ce qui se passe là-bas depuis plusieurs mois. Il y a de plus en plus d'appels, de pression sur Poutine pour qu'il aille plus fort, plus loin, y compris avec des frappes conventionnelles, voire même nucléaires, sur l'Europe de l'Ouest. À un moment donné, la question se pose, et ce n'est pas une question rhétorique, parce que la réponse ne me plaira peut-être pas. Est-ce que les Européens ne vont pas finir par dire « Écoutez, aussi attachés qu'on soit à notre ordre, si on continue comme ça, on risque de tout perdre en entrant dans une vraie guerre avec la Russie, une guerre qu'on ne peut pas gagner. » Oui, je voudrais simplement ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas seulement une question de perdre la face. Si on regarde toutes les mesures antidémocratiques, toutes les mesures autoritaires qui sont mises en place, à la fois au niveau national et au niveau de l'Union européenne, on voit aujourd'hui un niveau massif de censure, de persécution des opposants politiques. On voit aussi des ingérences électorales directes de la part de l'Union européenne dans des élections nationales pour s'assurer que les bonnes personnes arrivent au pouvoir. On a même vu une élection entière annulée en Roumanie en 2024. Donc ce qu'on observe, ce sont toutes sortes de mesures profondément autoritaires. Et tout ça est justifié au nom de la lutte contre l'ingérence russe, la guerre hybride russe, appelez ça comme vous voulez. Et donc, quand l'épouvantail russe devient la principale raison pour laquelle, en gros, vous vous donnez carte blanche pour faire tout ce que vous voulez afin de rester au pouvoir, on comprend que c'est plus que simplement sauver la face. C'est plus que la peur de se dire, bon, on pourrait perdre la prochaine élection. Il s'agit en fait de toute cette élection et de l'infrastructure autoritaire qui s'est consolidée au niveau de l'Union européenne et qui est en train de perdre sa principale justification, ce fameux épouvantail russe censé vouloir détruire l'Europe et s'ingérer dans tous les aspects de la vie et de la politique européenne.
Et donc on nous dit qu'il faut resserrer encore les boulons de ce système, déjà très autoritaire, pour faire face à tout ça. Je pense que c'est essentiel de comprendre que c'est un élément clé. C'est d'ailleurs pour ça que les Européens ne peuvent pas faire la paix avec la Russie. Parce que si c'était le cas, toute la logique qui maintient cet édifice autoritaire s'effondrerait. Cela dit, vous avez tout à fait raison. Franchement, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est complètement fou. C'est quelque chose qu'on a du mal à justifier de façon rationnelle. Et même moi, j'ai du mal à le justifier. Au fond, je pense qu'il n'y a que deux manières de voir les choses. Deux scénarios possibles, ou deux options, si vous voulez. L'option A, c'est qu'ils pensent que, puisque l'Occident a déjà franchi toutes ces lignes rouges par le passé, et que la Russie n'a pas réagi de la même manière, par exemple en frappant des cibles en Europe, eh bien ça veut dire qu'ils peuvent continuer à monter d'un cran, continuer à franchir chaque ligne rouge que la Russie trace, parce qu'ils se disent tout simplement qu'elle ne réagira pas. On peut dire qu'ils partent peut-être du principe qu'une escalade vers une guerre nucléaire totale est, en quelque sorte, une impossibilité mathématique. Donc, inutile de s'en inquiéter. Non. Je veux dire, selon eux, tout ça restera contenu. Vous voyez? Oui, ils peuvent intensifier la guerre à l'intérieur de l'Ukraine. Mais au fond, on sait bien que les dirigeants occidentaux se moquent complètement de l'Ukraine et des Ukrainiens qui souffrent et meurent dans ce conflit. Donc, pour eux, c'est pas un problème majeur. On peut dire qu'ils agissent en partant de cette idée qu'ils peuvent continuer à faire monter les tensions autant qu'ils veulent, sans que cela ait de véritables conséquences. Et bien sûr, c'est déjà complètement fou en soi, parce que, enfin, sur quoi tout ça repose? C'est fondé sur une pure illusion, un pur fantasme. Et ça, comme vous le dites, on le voit bien. Il y a en Russie des voix de plus en plus fortes qui demandent à Poutine d'adopter une position beaucoup plus ferme, voire de riposter contre les Européens. Et là encore, on peut comprendre pourquoi ce débat existe en Russie. Je veux dire, à ce stade, il est devenu impossible de faire semblant qu'il s'agit encore d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est désormais, de façon évidente, une guerre entre l'OTAN et la Russie, alors qu'en réalité, on se sert simplement de l'Ukraine comme d'une sorte de base avancée pour attaquer. Désolé Thomas, je te coupe juste un instant, parce que je veux revenir sur ce point précis. Tu as dit tout à l'heure que selon toi, il était plausible que l'administration Trump n'ait jamais eu l'intention de mettre fin à tout ça en 24 heures, comme il l'avait affirmé. Alors, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est un vrai changement ou simplement une continuité de la situation telle qu'elle est? Il y a environ 2 semaines, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré « Nous avons choisi notre camp et c'est celui de l'Ukraine. » Donc, on a l'impression que notre engagement aux côtés de Kiev est encore plus fort. Quel effet ça a, selon toi, sur le soutien de l'Europe à cette guerre aujourd'hui? Eh bien, je pense évidemment que c'est Le fait est que maintenant, ils n'ont plus ces tensions. Même celles qui existaient au début, avec l'administration Trump, ont disparu. Et maintenant que l'establishment transatlantique européen a le sentiment d'avoir le plein soutien des États-Unis, il est clair que ça va les pousser à agir de façon encore plus imprudente. C'est un très bon point. Maintenant, ils ont même le soutien total de papa. Alors qu'est-ce qui pourrait les arrêter? Et encore une fois, ce que je dis, c'est que l'option A, c'est qu'ils agissent sur la base d'une hypothèse totalement infondée. L'option B, c'est qu'ils veulent réellement une guerre. Je pense qu'il faut envisager cette possibilité quand on regarde leurs actions. Franchement, c'est difficile de ne pas penser qu'ils essaient désespérément de provoquer une réaction de la Russie, d'une manière ou d'une autre.
Je veux dire, parfois, c'est presque impossible de le voir autrement, si on se place d'un point de vue rationnel, analytique. Quand on regarde ce qu'ils font, c'est vraiment difficile de ne pas en conclure qu'ils essayent de provoquer la Russie pour obtenir une réaction qui permettrait ensuite à tout ça de dégénérer en guerre totale. Et encore une fois, je pense que comprendre pourquoi ils voudraient faire ça, c'est quelque chose qui demanderait peut-être, disons, l'éclairage d'un psychologue. Parce que franchement, on ne peut pas exclure qu'il y ait un élément psychologique plus profond en jeu. Presque comme une pulsion de mort collective, vous voyez, quelque chose de... Enfin bref, oui, clairement un psychologue, je veux dire. Est-ce que vous... Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà discuté avec certaines de ces personnes, mais la logique, parce que j'ai déjà entendu ça, et j'y ai même réfléchi moi-même, c'est que franchement, vu leurs actions, on a un peu l'impression que c'est ce qu'ils veulent qu'il se passe. Mais ensuite, je me dis, enfin bref, je suis à Amsterdam en ce moment, pendant que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui. Hier, ma femme et moi avons fait une visite à pied du musée Anne Frank, une visite du pays aussi, qui retraçait l'histoire de la guerre avec l'Allemagne et les ravages qu'elle a causés à la population. Pas seulement à elle personnellement, c'était bien plus large que ça. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience du coût de la guerre pour un pays comme les Pays-Bas, un coût qu'on a retrouvé et même aggravé dans beaucoup d'endroits en Europe. Ces gens-là sont forcément très conscients de cette histoire, de ce que la guerre ferait au continent. Et s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils s'imaginent vraiment qu'ils pourraient la contrôler, qu'ils en sortiraient vainqueurs? Parce que ça, clairement, ce n'est pas ce qui est arrivé à la génération de la Seconde Guerre mondiale ici. Comment peut-on concilier ça, si tant est qu'on le puisse? Je veux dire, évidemment, je pense que même un enfant comprendrait que si ça devait vraiment dégénérer en guerre totale, on ne parlerait pas simplement d'une extension de la logique de guerre d'usure qu'on voit en Ukraine, étendue, je ne sais pas, à toute la frontière entre l'Europe et la Russie. On ne va pas voir des tranchées avec des soldats de l'OTAN et des soldats russes qui se tirent dessus. Non, ça prendrait la forme de missiles hypersoniques qui s'abattraient sur des villes européennes. Des missiles hypersoniques, contre lesquels d'ailleurs on n'a aucune défense. C'est comme ça que ça se passerait. Ce ne serait pas une guerre de tranchées. Donc oui, encore une fois, tu as raison. Il n'y a aucune façon rationnelle d'expliquer ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut envisager qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond en jeu. On dirait presque une pulsion de mort nihiliste qui pousse ses dirigeants vers une forme d'autodestruction collective, peut-être même de manière inconsciente, y compris contre eux-mêmes. Et on sait bien que ce ne serait pas la première fois que l'Europe emprunte ce chemin. Quand on regarde les destructions provoquées par les guerres passées, on peut se poser la même question. En quoi cela a-t-il profité aux élites qui se faisaient la guerre, sans même parler des peuples, qui sont toujours ceux qui souffrent le plus? Mais aucune des élites impliquées dans ces conflits n'y a vraiment échappé. Elles ont, elles aussi, subi les conséquences terribles de ces destructions massives. Et pourtant, on connaît l'histoire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une dimension générationnelle. C'est une génération de responsables politiques, souvent assez jeunes, qui n'ont aucun souvenir direct de la guerre. Les derniers témoins encore en vie sont en train de disparaître. Il en reste très peu. La plupart sont déjà morts. Donc je crois que ça explique aussi pourquoi, surtout chez les plus jeunes, on a l'impression qu'ils ne perçoivent plus vraiment le risque de guerre, ou qu'ils en parlent avec une certaine légèreté, presque sans y prêter attention.
or just very flippant or careless about that prospect. Because, I grew up listening to the war story. Vous savez, moi j'ai grandi en entendant des récits de guerre depuis mon enfance, racontés par mes grands-parents et par d'autres personnes qui l'avaient vécu. Mais les générations plus récentes, quelqu'un qui a 30 ans par exemple, n'aura jamais entendu d'histoire de guerre directement de la bouche de ceux qui y étaient, de ceux qui ont combattu. Donc il y a aussi cet aspect-là, vous voyez. On peut dire que d'une certaine manière, le risque de guerre augmente énormément quand la génération qui a connu la précédente disparaît. Il n'y a plus de mémoire vivante de la guerre d'avant. Et donc, tout à coup, on commence, tu vois, on commence à jouer avec le feu beaucoup plus facilement. Parce que cette peur existentielle de la guerre, que la génération précédente essayait de nous transmettre, tu sais, le fameux « plus jamais ça », eh bien, elle a disparu. Non, on n'a plus cette peur-là, parce qu'on ne grandit même plus en entendant ces histoires. Et puis je pense qu'il y a un dernier élément. Bon, malheureusement, je dois aller chercher ma mère chez le dentiste. Mais je crois que beaucoup de ces dirigeants fonctionnent aussi sous ce que j'appelle une sorte de syndrome du dôme invisible. Ils continuent à raisonner comme si on vivait encore dans un monde unipolaire, où on pouvait faire la guerre où on voulait, y compris juste de l'autre côté de nos frontières, en Irak ou ailleurs, sans jamais en subir les conséquences. Parce qu'à cette époque-là, c'était la période unipolaire, et personne n'aurait jamais osé défier ou riposter contre un pays occidental, un pays de l'OTAN, n'est-ce pas? On a Western country, on a NATO country, right? We know that is no longer the world that we live in. Nous savons bien que ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. L'Ukraine en est la preuve. L'Iran l'a démontré de manière très très claire. Et pourtant, les dirigeants européens semblent penser qu'ils vivent encore sous une sorte de dôme invisible, qui leur permettrait, en gros, de faire tout ce qu'ils veulent, d'imposer autant de souffrance et de destruction qu'ils le souhaitent à d'autres pays, à d'autres peuples, y compris juste de l'autre côté de nos frontières, sans jamais en subir les conséquences. Parce que, soi-disant, ce dôme invisible nous protège. Alors qu'on sait très bien que ce dôme, dans la mesure où il n'a jamais vraiment existé, n'existe clairement plus aujourd'hui. Je pense donc qu'il y a aussi une forme d'auto-illusion, héritée de cette période unipolaire. Eh bien, vous savez quoi? Il faudrait qu'un psychologue vienne. Pas pour nous, mais pour tous ces dirigeants ici, afin de les débarrasser de ces illusions qui pourraient être fatales. Écoutez, je suis désolé, on a un peu dépassé le temps prévu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. J'espère qu'on vous reverra très bientôt. Merci encore d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Merci Daniel, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous donner un coup de main. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Share this with somebody you love.